Bonjour à tous. C'est effectivement en tant que consul honoraire de France à Venise que je voudrais remercier Callipolis et en particulier Frédéric Lauritsen et l'Alliance française de Venise, qui est ici représentée par Servan Jol, pour avoir organisé cette rencontre sur la politique étrangère de la France dans un moment si compliqué, vraiment très compliqué, et d'avoir invité donc Monsieur Renaud Girard, et nous le remercions d'être venu jusqu'à nous. Monsieur Girard qui va nous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Monsieur Girard est en effet grand reporter et correspondant de guerre au journal Le Figaro depuis 1984. Et à ce titre, il a parcouru le monde. Il a parcouru le monde où il s'est trouvé sur le théâtre d'affrontements difficiles, violents, en particulier au Tchad, où il a même fait de la prison, en Afghanistan, et son reportage en Afghanistan a obtenu en 2008 le prix Bayeux des correspondants de guerre, donc un reportage important. Il a couvert les guerres civiles près de chez nous, dans l'ex-Yougoslavie, en Somalie, au Rwanda. Il s'est trouvé en Tchétchénie également en 2000 et il s'est enfui par les montagnes pour échapper à l'armée russe. Et en 2014, il reçoit donc un prix très important, le Grand Prix de la presse internationale pour l'ensemble de sa carrière et de ses reportages. Par ailleurs, il est aussi devenu chroniqueur international au Figaro depuis 2013 avec une chronique tous les mardis, que vous pouvez donc le suivre, tous les mardis. Et il est également professeur à Sciences Po sur les stratégies internationales. Donc je crois que c'était vraiment la personne la plus qualifiée aujourd'hui, 2 jours après une nouvelle assez inquiétante, pour nous parler effectivement des relations internationales et en particulier des relations internationales de la France. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Maintenant, je voudrais simplement présenter Servan Jol qui a organisé du côté de l'Alliance française cet événement en collaboration, la première collaboration entre Callipolis et l'Alliance française. Oui, bonsoir à tous nos membres de l'Alliance qui sont là ce soir. Nous espérons que ça sera la première d'une longue suite de collaboration avec Callipolis. L'Alliance française commence une nouvelle série de partenariats avec la ville, avec les institutions de la ville. Pas toujours en français, donc certains d'entre vous vont devoir apprendre l'italien. Mais ce soir, nous avons la chance d'avoir une conférence en français. Merci à Callipolis et à Monsieur Gérard d'être ici ce soir. Il est aussi un excellent auteur. On ne présente plus ses livres. Le premier a remporté le prix Montyon de l'Académie française, Pourquoi ils se battent. Mais on a aussi Le Monde en marche en 2014 et Que reste-t-il de l'Occident en 2014 toujours. Donc bonne ascolto, bonne conférence à tous. Merci Servan beaucoup pour cette présentation. Et maintenant je voudrais simplement simplement présenter en 2 mots cette nouvelle structure des conseils que Abdi Sadjan et moi-même on a organisé, qui s'appelle Callipolis, qui est dédié à interpréter des faits contemporains sur la base des données historiques. Donc on n'est pas spécialiste des questions des géostratégies ou des stratégies d'aujourd'hui, mais on peut apporter quelque chose d'historique dans l'analyse de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était très important d'avoir M. Girard comme notre premier conférencier. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance qu'il accepte l'invitation et on est très très honorés. Et on espère que c'est simplement la première d'une série de conférences peut-être ici à Venise ou ailleurs organisées par l'Alliance française de Venise, Callipolis et le monsieur Gérard, qu'on est fier de dire, a accepté d'être notre collaborateur aussi à Callipolis. Merci encore. Alors je voulais...
D'abord, je voulais vous remercier, Madame le Consul qui représentez notre pays, remercier l'Alliance française, je ne vois la directrice que je vois au fond, voilà. Remercier Callipolis, qui est effectivement une fondation qui fait ce qu'on devrait toujours faire, c'est-à-dire fonder les analyses du présent sur la connaissance du passé. Je suis très content d'ailleurs parce qu'ensuite, ma femme et moi, nous allons poursuivre l'exploration de toutes les terres vénitiennes ou qui ont été administrées par Venise pendant longtemps, avant de l'être de manière beaucoup plus brève par la République française ou par l'Empire français de Napoléon. C'est-à-dire que nous partons sur une croisière du Figaro où nous débarquerons à Corfou. Corfou qui a été, je crois, je parle sous le contrôle de vous, Frédéric, qui a été, je crois, une possession de Venise. Voilà. Depuis je dirais, le XVe siècle. Et donc, je suis vraiment très heureux d'être là. Le titre de la conférence, c'est la politique étrangère de la France, l'exception se poursuit-elle? Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Évidemment, nous laisserons du temps pour les questions. Alors, la première question, c'est on va d'abord voir en quoi, qu'est-ce que c'est que l'exception française en politique étrangère. Et dans un deuxième temps, on verra si cette exception se poursuit ou ne se poursuit pas. Alors, l'exception française, évidemment, on prend l'histoire contemporaine après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde comprend, la France n'est pas invitée à Yalta. Elle est furieuse, De Gaulle est furieux. Il trouve ça injuste parce que finalement l'Angleterre heureusement est invitée, mais la France est le seul pays qui a eu le courage de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, chose que les autres puissances représentées à Yalta, c'est-à-dire la Russie et l'Amérique, n'ont pas fait. Mais la France n'est pas invitée. Alors ensuite, la France est effectivement après le départ du général de Gaulle, qui part très rapidement du pouvoir en janvier 1946, est aligné, un peu comme ses voisins, sur le grand allié américain au sein de l'OTAN. Et il n'y a pas vraiment de différence entre la politique étrangère, à part la politique coloniale, mais c'est un autre chapitre, la politique étrangère de la France par rapport à celle de l'Italie, enfin de ses voisins, de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Allemagne. Avec le retour du général de Gaulle aux affaires, là, les choses changent, parce que le général, immédiatement, va se replacer dans le contexte raté de Yalta, c'est-à-dire qu'il va exiger une place équivalente à celle des grands alliés anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle le mémorandum de septembre 1958. Il fait ça tout de suite, là, quand il revient aux affaires. Il est encore à Matignon quand il fait ça, où il explique gentiment aux Américains et aux Anglais que, bon, la France est de retour et que donc on va partager toutes les armes nucléaires et surtout la décision sur l'emploi de ces armes nucléaires. Alors que lui, De Gaulle, lui, la France, il n'en a pas encore produit une seule, si vous voulez. Mais c'est pas grave. Alors là, Eisenhower, qui aimait bien De Gaulle, mais il lui fait répondre très poliment, il ne lui dit pas comme ça, mais il lui fait comprendre qu'il ne boxe pas, qu'il ne joue pas au foot dans la même ligue, quoi. Et donc, voilà, que c'est pas possible. Donc De Gaulle ne se vexe pas et il fait sa propre politique, donc de rapprochement avec l'Allemagne. Enfin, je ne vais pas revenir sur toute la politique étrangère gaullienne, mais juste ce qui est un peu exceptionnel. Et pour comprendre cette
cette exception française, je vais vous raconter une anecdote qui l'illustre bien, qui a été racontée, je la connais, parce qu'elle a été racontée par le général Nordstadt lui-même, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, dans un article du Herald Tribune que j'ai lu. Le général Nordstadt était nommé en 1956 sa sœur, c'est-à-dire Supreme Allied Commander in Europe, c'est-à-dire le plus gros poste, le plus gros job de l'armée américaine. Et comme c'est un type intelligent, il avait connu De Gaulle à Alger en 1943, il rend visite à De Gaulle à Colombey. De Gaulle n'est rien à l'époque. Il écrit ses mémoires dans sa maison de campagne, quoi. C'est tout. Voilà. Enfin, dans sa maison. Il n'en a pas deux, dans sa maison. Donc, il n'est rien. De Gaulle est assez content de cette marque de politesse du plus puissant général de l'armée américaine. Et puis, voilà, il revient aux affaires. Il y a beaucoup de choses à faire. Et dans un mouvement un peu normal, le général Nordstadt demande une audience. Entre-temps, De Gaulle est devenu président, à partir de janvier 1959, demande une audience au président de la République française. Alors, vous imaginez bien que les premières minutes se passent extrêmement bien entre le général américain et De Gaulle, le nouveau président de la République française, parce que comment va Madame de Gaulle, etc., etc. Enfin, voilà, ils sont amis, puisque l'autre lui a fait une visite de politesse en 1956. Donc ça se passe très bien. Il y a beaucoup de salam alek. Chacun est venu, De Gaulle reçoit avec 5 ou 6 collaborateurs, l'Américain est venu avec 6 ou 7 collaborateurs, très bien. Et puis De Gaulle dit, bon voilà, maintenant on va entrer dans le dur de la conversation. Et il dit, voilà, mon cher général, j'aimerais savoir combien de missiles nucléaires l'armée américaine, qui était donc sur le sol européen, puisque c'était l'OTAN, a, et où se trouvent ces missiles. Alors là, le général américain, dont j'ai déjà dit qu'il était intelligent, dit Monsieur le Président, je ne peux absolument pas vous répondre devant tout ce monde-là. Tout le monde sort du bureau. Il se retrouve en tête-à-tête. Et là, le général américain, un peu blême, dit Monsieur le Président, je suis absolument navré, mais je n'ai pas le droit de le dire. Et De Gaulle lui répond, vous savez que je vous aime bien, cher ami, mais c'est la dernière fois qu'on répond comme ça au président de la République française. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir ensuite? Le retrait de l'OTAN, qui va d'abord être un retrait naval et un retrait ensuite total en 1966. Pas un retrait de l'Alliance, évidemment, mais un retrait de l'organisation militaire intégrée. Et vous allez avoir l'exception française qui va être donc formulée, créée par De Gaulle. C'est quoi l'exception française? C'est allié, certes, mais pas aligné. Et donc, on est allié. On est allié sur la crise de Berlin, on est allié sur la crise de Cuba, des missiles Cuba en 1962. Et d'ailleurs, Kissinger m'a raconté que Dean Acheson a été voir De Gaulle avec les photos des missiles russes déployés sur le sol cubain. Et De Gaulle a dit, j'ai pas besoin de voir vos photos, monsieur le secrétaire d'État, je crois tout à fait ce que vous me dites et je suis avec vous. Mais, évidemment, allié mais pas aligné, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la suggestion et on n'accepte pas toutes les propositions que va faire Kennedy quand il fait son voyage, ce fameux voyage où on voit Jackie qui est si bien reçu par les foules françaises, etc. En fait, les entretiens politiques, on le sait aujourd'hui, parce qu'ils ont été publiés, se passent très mal, parce que les Américains veulent à tout prix éviter que les Français développent leur propre armes nucléaires, leur propre dissuasion nucléaire. Mais De Gaulle va manœuvrer et évidemment va n'en faire qu'à sa tête. Et donc,
c'est le début de l'indépendance française, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'indépendance de la France, c'est l'indépendance dans la politique et c'est l'indépendance dans les moyens. Dans les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, pour sa dissuasion, ne repose pas sur les États-Unis. Et c'est le seul pays en Europe qui est dans ce cas-là, parce que c'est le seul pays où on peut regarder droit dans les yeux le dirigeant russe, parce que nous sommes maîtres de nos propres armes nucléaires. Ce sont les nôtres que nous fabriquons nous-mêmes et dont nous sommes entièrement maîtres. Alors que les Anglais, comme vous le savez, pour lancer une fusée Polaris de leur sous-marin, ont besoin d'une clé américaine. Il y a la double clé. En France, le président de la République donne un ordre à un commandant de sous-marin, et bien, le missile, il part. Et ça, c'est très important. Ce sont les moyens de l'indépendance. Et l'indépendance dans la politique, eh bien, on la voit assez clairement dans le départ de l'organisation militaire intégrée, c'est-à-dire qu'aucun officier français, selon De Gaulle, ne peut être... venez, monsieur, il y a une place là, devant là, voilà. Et il y a encore des places devant, là, si vous voulez. Et donc, aucun officier français, évidemment, ne doit être sous commandement américain. C'est le discours sur ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, que fait la conférence de presse que fait De Gaulle, qui est très... mais qui est considéré aujourd'hui comme un texte génial, y compris par les économistes américains. C'est le discours de Phnom Penh condamnant et disant que la guerre au Vietnam était sans issue. Les faits ont donné évidemment raison à De Gaulle. C'est le discours du Québec libre, qui est sans doute le discours politique le plus important au Canada au XXe siècle, qui a sans doute sauvé la langue française au Canada, puisqu'ensuite a été adoptée la fameuse loi 101, etc. Et vous avez aussi la fameuse conférence de presse sur Israël de novembre 67, où De Gaulle prévient que si les territoires occupés ne sont pas libérés, eh bien, les problèmes continueront ad aeternam. Les faits semblent lui avoir donné raison. Exception française aussi, avec le refus du général à 2 reprises, assez visionnaire, il faut le reconnaître, de recevoir les Anglais dans le marché commun, alors qu'évidemment, les Américains voulaient que les Anglais entrassent dans le marché commun, où ils sont entrés d'ailleurs pour essayer de le saboter. Ils y sont d'ailleurs presque arrivés. Mais maintenant, ils sont partis. Puisque, comme De Gaulle l'avait bien vu, ce n'était pas leur intérêt de rester dans cette union économique et même politique européenne. Alors, cette politique d'exception française va fonctionner, puisqu'en fait, la France va être reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, en février 69, donc vous voyez, septembre 59, De Gaulle, le mémorandum. Les Américains lui disent « Attendez, t'es gentil, mais tu ne boxes pas dans la même catégorie ». Février 69, première visite du nouveau président des États-Unis qui vient d'être élu. Et pour la France, et pour De Gaulle, c'est Nixon, et qui vient dire « En fait, non, on s'est un peu trompé, vous boxez dans la même catégorie, mon général. Et d'ailleurs, on vient vous voir, vous êtes le premier qu'on vient voir. » Donc ça a marché, en fait, son histoire, même ses critiques. Et... ces rencontres de février, fin janvier, début février 69 entre Nixon et De Gaulle vont avoir un impact important parce que De Gaulle va conseiller à Nixon de reconnaître la République populaire de Chine et vous aurez ensuite toute la politique chinoise américaine. Alors ensuite, la politique d'exception française se poursuit plus ou moins. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, on peut en revenir s'il y a des questions.
mais dans la poursuite, dans la période récente, l'exception française va se voir à deux reprises. Une première reprise en 1999 où la France, Chirac met son veto au bombardement des ponts de Belgrade. On avait vu, les Américains avaient déjà bombardé tous les ponts à Novi Sad, la ville du Nord, là, sur le Danube. C'était une politique folle, quoi. Et là, j'y suis pour quelque chose, et même pour beaucoup, parce que j'étais à Belgrade à ce moment-là. La France a mis son veto, et donc les ponts de Belgrade, aujourd'hui, sont toujours debout. Et la France aussi, en désobéissant à Wesley Clark, l'espèce de général américain un peu extrémiste, puritain extrémiste qui était au pouvoir à ce moment-là, refuse qu'on laisse expulser les Serbes de l'enclave de Mitrovica, au nord là, du Kosovo. Et donc, les Français marquent leur exception. Mais évidemment, la chose qui a le plus frappé le monde, c'est l'opposition en 2003 à l'invasion, l'opposition française à l'invasion de l'Irak par les Anglo-Saxons. La France est bien seule, d'ailleurs, puisque les Chinois et les Russes ne sont pas très causants. Voilà. Elle est soutenue en Europe. Alors, elle est soutenue. Il y a beaucoup de voisins qui ne la soutiennent pas. Les Anglais, les Espagnols, les Italiens sont avec les Américains. Ils auront d'ailleurs, ils enverront des contingents en Irak, avec des succès plutôt mitigés, d'ailleurs. Mais en revanche, la France est soutenue par la Belgique et l'Allemagne dans cette affaire. Mais elle est seule, et donc cette exception française va être payée au prix fort. Vous vous souvenez de la formule de la charmante Condi Rice, qui était secrétaire d'État de George W. Bush, qui disait « We will forgive Russia, forget Germany and punish France ». Et ça a été fait. Je pourrais revenir dans les détails. Donc, cette exception française, si vous voulez, a été poursuivie, mais aujourd'hui, je dirais qu'elle se poursuit, mais avec des difficultés. C'est ça mon point. Alors, quand je dis qu'elle n'est pas morte, parce qu'on pourrait dire non, aujourd'hui la France est totalement alignée sur l'Amérique, quand je dis que Sarkozy a fait revenir la France dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, etc., mais je pourrais y revenir dans les questions, elle n'est pas morte parce qu'on l'a vu, par exemple, cette exception française, dans l'opposition française à la politique iranienne de Trump. C'est-à-dire que le 14 juillet 2015, après de très longues négociations qui avaient duré 7-8 ans, on arrive à un accord nucléaire avec l'Iran, c'est-à-dire que, grosso modo, l'Iran n'a plus de... C'est moi qui fais des interférences, peut-être? Hein? C'est le portable? Non, je vais l'éteindre, peut-être. Et là? Bon, c'est bon, excusez-moi. Et donc, l'Iran, il y a eu cet accord qui a été fait par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, plus évidemment l'Europe et l'ONU. Et donc cet accord, grosso modo, donne une suppression des sanctions commerciales contre l'Iran en échange de l'abandon de tout programme militaire atomique par l'Iran, contrôlé de manière
spot, c'est-à-dire sans préavis, par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne. Cet accord est signé donc en 2015, 14 juillet 2015, et immédiatement, vous allez avoir 4 inspections de suite de l'AIEA qui va donner quitus à l'Iran de bien respecter cet accord, c'est-à-dire on plafonne l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, on ouvre toutes les installations nucléaires à l'AIEA, etc., etc. Mais Trump revient, lorsqu'il arrive au pouvoir, se retire unilatéralement de l'accord en 2018. Les Iraniens disent on ne peut plus faire confiance à la signature américaine. Alors les Français et les Allemands lui disent si, il faut, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous restiez dans l'accord, vous les Iraniens, alors que les Américains en sont partis. Mais ils disent quel est notre intérêt. Alors les Français et les Allemands disent nous, on va continuer à faire du commerce avec vous, etc. Voilà. Mais en fait, on n'a pas pu le faire. Donc ça, c'est les obstacles qui font que l'exception française patine, parce que Allemands et Français ont fait une sorte d'organisation de troc, je ne vais pas aller trop dans les détails, je peux revenir si ça vous intéresse, qui s'appelle Instex, qui essaie de contourner, si vous voulez, de faire en sorte qu'on puisse, que les entreprises puissent continuer à faire du commerce en Iran. Par exemple, le premier producteur de véhicules en Iran, c'était Peugeot. Le premier exploitant de pétrole en Iran, c'était Total. Eh bien, malgré le soutien du gouvernement français, ces deux sociétés ont dû se retirer d'Iran par représailles et puis par impossibilité aussi de pouvoir utiliser des banques, puisque aucune banque ne va accepter de faire une transaction pour Total ou pour Peugeot en faveur de l'Iran, de peur d'être sanctionnée par les États-Unis d'Amérique, parce que depuis une vingtaine d'années, je pense que le général de Gaulle n'aurait jamais accepté ça, mais depuis une vingtaine d'années, vous avez un phénomène qui est l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire que vous avez par exemple une banque qui s'appelle la BNP, qui a financé l'exportation de pétrole iranien ou de pétrole soudanais, de cigares cubains, parce que Cuba n'est pas sous sanction française, mais il est sous sanction américaine. Eh bien, cette banque française que vous connaissez bien, la BNP, a été condamnée à 9 milliards de dollars, je dis bien 9 milliards de dollars d'amende par la justice américaine et qu'elle a payé. Moi, j'attendais, si vous voulez, une réaction de notre ami président de la Commission européenne. Peut-être avait-il des vues et peut-être qu'il voulait ensuite se garder un job chez Goldman Sachs, comme c'est arrivé à M. Barroso, je ne sais pas. Mais moi, si j'avais été le président, à l'époque, le président de la Commission européenne, de manière mécanique, j'aurais convoqué le patron de Goldman Sachs dans mon bureau. Je lui ai dit, cher ami, j'ai un petit souci avec vous. Il est avéré que vous avez aidé un État membre de l'Union européenne à maquiller ses comptes publics. Reconnaissez, cher ami, c'est quand même une fraude considérable. Donc je vous propose une petite amende de 20 milliards de dollars. Si vous refusez de la payer, ce n'est pas grave, mais évidemment, la banque Goldman Sachs sera interdite d'exercice sur le territoire de toute l'Union européenne, ainsi que les banques correspondantes avec lui aux États-Unis. Choisissez cher ami. Ce réflexe, je dirais juste normal, n'a pas été fait par le président de la Commission européenne de l'époque, qui était, je crois, Santer, si je ne m'abuse. Mais voilà.
C'était un luxembourgeois, en tout cas. Je crois bien que c'était... Hein? C'était Jacques Santer, je crois, à l'époque. Voilà. Donc, vous voyez que sur l'Iran, il y a eu l'exception française, mais elle a eu des difficultés à s'appliquer. Alors, il y a eu une deuxième tentative, il y en a d'autres, mais je ne veux pas parler trop longtemps. La deuxième grande tentative qui marque une exception française est la tentative de réintégrer la famille, la Russie dans la famille européenne. Et cette tentative a été faite dès le début de son mandat par le président Macron, en invitant, n'est-ce pas, à Versailles, Vladimir Poutine, pour inaugurer cette exposition sur le 300e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et la France. Alors, cette politique pro-russe s'est heurtée à plusieurs choses. D'abord, elle s'est heurtée à des faiblesses diplomatiques françaises. Alors, c'est assez intéressant parce que dès 2014, dès les affaires d'Ukraine, la France... Est-ce que j'ai le temps de raconter ça? C'est de la technique diplomatique, mais ça va peut-être vous intéresser. Je prends 3 minutes. La France va s'intéresser à l'Ukraine. Nous sommes le 19 février 2014 à Paris. Il y a un sommet entre Merkel et Hollande, sommet franco-allemand habituel. Et là, à Kiev, les gens ont commencé à se tirer dessus. Pas seulement des gaz lacrymogènes, etc. On se tire dessus à l'arme automatique. Et de manière assez légitime, l'Allemand et le Français envoient leur ministre des Affaires étrangères en disant demain matin, vous partez pour essayer d'arrêter le bain de sang à Kiev. Ils prennent au passage le lendemain à Sikorsky, ils arrivent, ils négocient, n'est-ce pas? Donc là, tout le jeudi 20 février 2014, avec les opposants et avec le président pro-russe Yanukovych. Et négocient, c'est très dur. Le fait qu'il y ait des négociations, ils obtiennent l'arrêt des tirs contre les manifestants. Donc, à partir du milieu de la journée, le sang n'est plus versé. Kiev devient silencieux. Et ça va durer toute la nuit. Et le vendredi, à 7h30 du matin, ils ont un accord. C'est un accord qui dit on revient à une constitution parlementaire en Ukraine, on fait des élections présidentielles anticipées d'ici la fin de l'année, là on est en février 2014, donc d'ici fin 2014, où le président pro-russe ne pourra pas se présenter. On fait une amnistie générale. Et on revient, donc, je l'ai dit, et on fait un gouvernement d'union nationale immédiatement. C'est signé. Ils vont se coucher, ils sont crevés. À 1h, le vendredi 21 février, retenez bien cette date, vendredi 21 février 2014, une immense occasion historique manquée. Retenez bien cette date. À 5h, le Polonais va devant Maïdan, dit « Vous ferez mieux d'accepter cette proposition. Vous n'aurez jamais mieux. » Et à 5h, moi je regarde la télé, je regarde la BBC, en live, il y a la cérémonie de signature. Et on voit le président pro-russe Yanukovych serrer la main des 3 leaders de l'opposition ukrainienne, y compris, vous savez, le boxeur, la Klitschko, Yatsenyuk, Ternibok, qui sont tous là. C'est un succès phénoménal, extraordinaire. C'est un succès qui aurait dû valoir aux ministres allemands et français et polonais le prix Nobel de la paix. Mais ils ont fait une erreur très grave que n'aurait jamais faite
le grand Kissinger, c'est quand vous avez le bébé du miracle, parce que c'est le bébé du miracle. Vous avez un accord politique intra-ukrainien. Et la crise est finie. Ils se sont serrés la main devant les caméras. Ce bébé du miracle, vous avez mis la signature de la France, de l'Allemagne, de la Pologne sur l'accord. Vous êtes les parrains. C'est un accord international. Eh bien, le bébé du miracle, vous ne le laissez pas seul dans la neige. Vous l'emmaillotez, vous lui donnez du lait, le biberon, quoi. Vous voyez, vous vous occupez du bébé. Comme ce qu'a fait Kissinger en 1973 lorsqu'il s'est occupé d'obtenir un cessez-le-feu entre les Égyptiens et les Israéliens. Il n'est pas revenu passer le week-end à Washington, il est resté sur place, vous voyez, à faire la navette entre le Caire et Jérusalem. Eux, ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi, vendredi soir, peut-être, je ne sais pas. Ils sont partis. Voilà. Et donc, après, cet accord s'était effiloché. Et il n'a pas été respecté, en fait, par l'opposition. Et ensuite, la Rada a destitué le président Yanukovych. Quand les Russes disent que c'est un coup d'État, c'est techniquement juste, parce que rien dans la constitution ukrainienne n'empêchait le président Yanukovych d'aller où il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Même s'il avait voulu aller à Baden-Baden, ça va peut-être dire quelque chose aux plus vieux d'entre vous, s'il avait voulu aller à Baden-Baden, eh bien, il aurait pu aller à Baden-Baden. Voilà. Car rien dans la Constitution ne l'interdisait. Et ensuite, vous avez eu l'incompréhension d'abord russe pendant 2 jours, parce qu'ils ne comprenaient pas que les Européens laissent tomber un accord qu'ils avaient eux-mêmes négocié. Et puis ensuite, la réaction de Poutine, le lundi, il convoque ses Siloviki, ses hommes de service, et ils font le coup d'État en Crimée, enfin, en instrumentalisant le Parlement de Crimée pour, au bout d'1 mois, reprendre la Crimée, etc. Et ensuite, les affaires du Donbass, etc. Donc là, il y a eu un grand loupé de la diplomatie française. Et ça, j'apprends ça à mes étudiants à Sciences Po. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Après le champagne chaud qu'ils avaient bu, après se serrer la main, ils auraient dû utiliser ça. Ça s'appelle un téléphone portable. Et pour appeler qui? Pour appeler Poutine. Et lui dire « Bonjour, Vladimir. » Oui, bonjour. On n'est pas loin de chez toi. Bah oui, je vous ai vu sur la télévision, oui. Est-ce que tu nous invites à dîner? Si le Français et l'Allemand demandent à venir dîner, il dit oui, venez dîner. Et vous allez dîner chez lui, au Kremlin, ça, je sais pas, c'est 1h30 de vol, hein, Kiev-Moscou. Et vous lui dites quoi? Et vous revenez le soir même dormir à l'ambassade à Kiev, évidemment. Vous lui dites, Vladimir, on a 3 choses à te dire. Premièrement, Sébastopol, ça sera toujours à toi. Deuxièmement, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Et souviens-toi, Vladimir, qu'au sommet de Bucarest d'avril 2008 de l'OTAN, nous, Français et nous, Allemands, nous avons mis notre veto à la proposition de George W. Bush d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Troisièmement, évidemment, Vladimir, que le russe restera langue officielle dans les parties orientales de l'Ukraine, qui sont d'ailleurs russophones. S'il te plaît, Vladimir, signe-la. Alors, il y a un ancien ambassadeur en Russie, qui s'appelle Jean de Glignasti, qui m'a dit oui, Poutine aurait pris le deal. Mais même plusieurs mois après cette histoire, est venu me voir un oligarque ukrainien, qui est devenu un ami, qui s'appelle Sergueï Tarouta, l'ancien gouverneur du Donbass, l'homme qui a organisé la défense contre les Russes de Mariupol en 2014, mais un oligarque, donc qui connaissait personnellement Poutine. Je lui ai demandé, si on avait fait ça, qu'est-ce qu'aurait fait Poutine? Il m'a répondu, à 100%, il prenait le deal. Donc, voilà une occasion manquée. Et on n'est pas prêt de retrouver une occasion de paix comme cela. Alors, Macron, il a fait
il a fait tout ce qu'il pouvait. Là, on ne peut pas dire que c'est de sa faute. C'est Poutine qui a fait quelque chose de totalement irrationnel, en mentant d'ailleurs à Macron. Mais l'exception française se poursuit aujourd'hui, car la France est le seul pays qui garde des contacts étroits avec le Kremlin, parfois secrets d'ailleurs, encore aujourd'hui. Donc en fait, en Europe, vous n'avez qu'un seul pays qui continue à parler à Poutine, c'est la France, tout en livrant des armes à l'Ukraine, avec une idée assez simple. Il ne faut pas humilier Poutine, Macron l'a dit, ça lui a été beaucoup reproché. Il ne faut pas pousser la bête féroce blessée dans ses retranchements, parce que ça peut être très dangereux. Et les Américains sont très loin, donc ils n'en paieront pas le prix. Mais nous, ça va nous coûter, ça peut nous coûter, ça nous coûte déjà très cher. On pourra revenir là-dessus si vous en voulez. Alors, sur l'exception française se poursuit, je dirais, aussi en Méditerranée, où nous avons été les seuls dans les pays de l'OTAN à freiner ou à essayer de stopper l'expansionnisme turc en Méditerranée. Il y a eu un incident au large de Misrata en juin 2020 où une frégate française, dans le cadre d'une mission de l'ONU, voulait inspecter un porte-container turc qui allait vers le port de Misrata en Libye, en fait qui apportait des armes en Libye, ce qui était contraire à toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Et la frégate française a été illuminée par le radar de tir d'une frégate turque. On n'avait jamais vu ça entre deux alliés de l'OTAN. Donc ça s'est ensuite très mal passé, enfin diplomatiquement. Et les Français ont pris la décision stratégique d'aider la Grèce. Ils ont livré des rafales appartenant à l'armée française à la Grèce et ils ont dit qu'ils allaient protéger la Grèce de toute agression turque. Mais sur ce plan, les Français ont été abandonnés par qui? Par les Italiens, par commencer, par les Allemands, bien sûr, toujours été les amis des Turcs, par les Anglais, à peu près par tout le monde, si vous voulez. Ils se sont retrouvés bien seuls, ils se retrouvent bien seuls. Donc là, on a une exception française qui continue. Et les Américains n'ont pas soutenu la France. Pas que les Américains pensent que la Turquie a raison, mais pour eux, c'est trop important, la Turquie, c'est le flanc sud de l'OTAN. Et donc, le reste, ils s'en moquent. Donc, on continue à avoir une exception française, mais qui est affaiblie par les circonstances. C'est très difficile de travailler avec les Russes, et c'est sûr que là, aujourd'hui, c'est très difficile de travailler avec Poutine, qui a commis un acte d'agression caractérisé. Les circonstances, aussi un petit peu la volonté, j'en ai parlé, la vision, j'en ai parlé avec cette affaire d'Ukraine, et également les moyens, si vous voulez, ça c'est ma conclusion. La France veut avoir une grande politique étrangère, mais pour avoir une grande politique étrangère, il faut, et si l'on veut rayonner, il faut être exemplaire chez soi. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait De Gaulle. Vous avez remarqué que De Gaulle, avant de faire sa grande politique étrangère dont j'ai parlé, il a remis de l'ordre dans la pagaille qui régnait dans les finances publiques françaises. Il a fermé les dossiers coloniaux, l'Algérie, etc. Il avait un pays qui fonctionnait bien, et là, il s'est mis à faire une grande politique étrangère. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une grande politique étrangère si votre pays est dysfonctionnel, parce que après, les gens se foutent de votre gueule. Moi, excusez-moi de dire ça, mais moi, j'étais invité le 11 novembre
de 1018, où il y avait tous les chefs d'État sous l'Arc de Triomphe, voilà, Macron, enfin, la France, la France, la France, très bien. Et 15 jours après, sur tous les écrans de télévision, on voit devant ce même Arc de Triomphe être vandalisé par des gilets jaunes. Ça ne fonctionne pas. C'est des images qui ne fonctionnent pas avec le monde. Il y a aussi, si vous voulez, un travers français, parce que je crois que c'est l'honneur des Français de devoir analyser et critiquer leur propre politique quand il y a matière à critiquer. Même à l'étranger, nous sommes ici en Italie, mais je crois que l'honneur d'un Français est d'être rationnel et de voir les choses telles qu'elles sont. Eh bien, il faut reconnaître que la politique française de donneuse de leçons a été totalement contre-productive. Alors, Macron a donné des leçons à beaucoup de gens, à la Hongrie, le président hongrois le Premier ministre vient d'être élu brillamment, aux Polonais. Les Polonais, aujourd'hui, tout le monde leur baise les pieds parce qu'ils sont à l'avant-garde de la lutte contre les Russes ou en faveur de l'Ukraine. À la droite italienne, on me dit que cette droite italienne va gagner les élections dimanche. Bon, voilà. Et donc, toute cette politique de donneuse de leçons, en fait, est contre-productive, ne sert à rien. Parce que, assez poliment, parfois un peu moins poliment, les autres Européens disent « Attendez, vos leçons, à vous, Français, balayez devant votre porte, occupez-vous de vos gilets jaunes, mais n'allez pas nous donner des leçons. » Voilà. Et d'ailleurs, De Gaulle ne s'est jamais permis de donner la moindre leçon à quiconque. Il a donné des conseils aux Américains dans le discours de Phnom Penh, mais si vous l'écoutez bien, ce ne sont pas des leçons. C'est pas du blâme. C'est dire vous allez, c'est une guerre sans issue. Il ne blâme pas les Américains pour ce qu'ils sont. Voilà. Et moi, je suis favorable, mais je pense que Macron a compris d'ailleurs, et il a d'ailleurs depuis invité à déjeuner le Premier ministre hongrois, invité le Premier ministre polonais, il a de très bonnes relations avec l'Italie, il a renvoyé son ambassadeur à Rome, et on a eu ce phénomène incroyable d'un ambassadeur français qui avait été rappelé de Rome. Les responsabilités n'étant pas d'ailleurs uniquement françaises à cet égard. Donc ce que je veux dire, c'est que pour avoir une grande politique étrangère et pour que l'exception française puisse se poursuivre, eh bien il faut être exemplaire chez soi. On ne peut rayonner, la France ne pourra rayonner que si elle est exemplaire chez elle. Et l'exemplarité, notamment au sein de l'Union européenne, l'exemplarité commence par respecter sa propre signature. Quand la France a signé Maastricht, le critère des 3% de déficit maximum budgétaire et de 60% du PIB d'endettement, ces 3%, c'est une idée française. Ça vient de la direction du Trésor, parce que nous, on est plus intelligent que tout le monde, donc on sait exactement ce que c'est qu'une bonne politique. Et c'est nous qui avons donné ces 3%, ce critère des 3%. Nous ne l'appliquons pas. Comment voulez-vous que des pays comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme la Hollande continuent à nous prendre au sérieux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de ne pas appliquer un critère que vous avez vous-même fait adopter par les autres. Donc, je pense que pour qu'une politique étrangère française, avec une exception française qui est fondée sur « oui, nous sommes alliés, mais nous ne sommes pas alignés », nous n'avons pas peur de critiquer les Américains quand ils doivent être critiqués, cette politique pourra être poursuivie de manière beaucoup plus efficace si la France redevient, comme elle l'était sous De Gaulle, exemplaire,
et si la France, enfin, achève, enfin, remplit les promesses et les engagements qu'elle a librement consentis. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas quelle heure il est. Ah bah oui, on a le temps, parce qu'on a commencé un peu tard. Oui. Il y a un micro, peut-être, non? Est-ce qu'il y a un micro baladeur ou pas? Non, non. Bon, alors allez-y. Voilà. Merci beaucoup, c'était effectivement tout à fait extensif comme vue et permettant de comprendre beaucoup de choses. J'aurais 3 petites questions tout de même. Exception dit indépendance, dit allié mais non aligné, comme vous l'avez dit au début. Vous n'avez pas parlé de ce problème par rapport à l'Allemagne. Sommes-nous vraiment indépendants par rapport à l'Allemagne? Sommes-nous alliés mais non alignés sur le plan de la politique générale européenne, avec les proclamations récentes de Mme von der Leyen, qui sont tout de même inquiétantes, parce que c'est une personne inquiétante pour d'autres raisons. Est-ce qu'on est vraiment là non alignés? Et par rapport à l'Allemagne, les partages de développement de matériel militaire est très problématique, quand on voit comment l'Allemagne agit. Donc c'est la première question. Est-ce qu'il y a vraiment une exception au plan des relations étrangères françaises par rapport à l'Allemagne, qui est actuellement probablement un vrai problème? Alors, je vais répondre tout de suite. Lorsque j'ai fustigé le fait que la France ne respecta pas ses propres engagements, il est évident que plus on s'endette, plus évidemment notre marge de manœuvre devient limitée. Et nous avons un problème. Le problème français, il est extrêmement simple. C'est que nous avons un État social, un welfare state, qui fonctionne d'ailleurs pas très bien, qui fait beaucoup de frustrés, mais enfin qui coûte très cher, qui est obèse et qui est financé par la dette. Et donc ça, c'est quelque chose de très grave, et c'est contraire d'ailleurs à l'esprit de Maastricht. C'est ce que nous reprochent à raison les Allemands. Et donc, nous avons un problème diplomatique, un problème de fonctionnement des finances publiques, et aussi un impact sur les dépenses militaires. Nous avons beaucoup de mal à dépasser les 2% du PIB de dépenses militaires, alors que nous avons en fait la seule armée aujourd'hui vraiment en état de se battre, et la seule armée qui fasse peur, par exemple, aux Russes, et qui est capable d'aller en opération extérieure. Mais nous ne pouvons pas, ou nous avons beaucoup de mal, à augmenter très sévèrement son budget, alors que les Allemands ont dit d'un coup, ah bah tiens, on va mettre 100 milliards d'euros de plus. Et naïvement, notre président a parlé d'Europe de la défense. L'Europe de la défense, évidemment, ça n'existe pas. Bon. Et parce que l'Europe de la défense, ça voudrait dire une armée commune. Et une armée, c'est fait de quoi? C'est fait de soldats. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat? C'est quelqu'un qui est prêt à tuer, à se faire tuer. Il y a 2 armées. Si vous en connaissez une autre, vous levez la main, ça m'intéressera. Je connais que 2 armées en Europe où il y a des soldats qui sont prêts à tuer et à se faire tuer. C'est l'armée anglaise et l'armée française. Je n'en connais pas d'autres, mais si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me les nommer. Donc, cette Europe de la défense, évidemment, n'aura pas lieu. Et les Américains vont évidemment se contenter, comme ils ont déjà commencé, à n'acheter que du matériel américain. Donc, effectivement, cette guerre d'Ukraine n'a pas du tout été provoquée par les Américains. Je crois que les Américains ont vraiment essayé de faire en sorte qu'elle ne survienne pas. Enfin, en tout cas, dans les derniers mois, c'est patent. Mais
C'est un effet d'aubaine extraordinaire pour les Américains parce que ils affaiblissent la Russie sans avoir le moindre mort, donc jusqu'au dernier Ukrainien, tout ça va très bien. Ils obtiennent une vassalisation politique de l'Europe comme ils n'ont jamais obtenu. Ils continuent à donner un message en streaming aux Chinois. Attention, ne faites pas la même chose sur Taïwan, regardez ce qui pourrait vous arriver. Voilà. Et il y a une unité du Congrès pour aider l'Ukraine parce que, pour une fois qu'on a des alliés locaux qui ne nous claquent pas dans les doigts, qui ne sont pas des Afghans, qui ne sont pas des Irakiens, qui ne sont pas des Vietnamiens du Sud, eh ben, on y va à fond. Ça nous coûte cher, ça nous a coûté, je ne sais pas, peut-être 60 milliards de dollars déjà, mais ça n'a aucune importance, parce que c'est nous qui créons la monnaie. Donc, voilà. Donc on peut continuer comme ça. L'axe franco-allemand, il faut bien comprendre que l'axe franco-allemand n'existe que dans les discours ou dans les fantasmes français. Pour nos amis allemands, nous sommes des types sympathiques, nous, Français. Paris, c'est joli, c'est la Côte d'Azur, ça. Un peu comme les Italiens, voilà, les Espagnols, des Latins, pas très sérieux, sympathiques. Bon, voilà, mais il n'y a pas d'axe franco-allemand. Et comme il n'y a pas eu de politique monétaire extrêmement sérieuse de la France depuis la guerre, eh ben, la Banque européenne, elle est à Francfort, voilà. Alors on a eu un moment un président, un directeur de cette banque était français. Mais voilà, encore aujourd'hui encore, je crois qu'elle est française. Oui, mais la politique monétaire n'est évidemment plus fait en France. Donc l'axe franco-allemand n'existe plus. Je crois que ça va apparaître assez rapidement, ça. Les Allemands font la politique de leurs intérêts, sur laquelle on peut revenir, mais il y avait une deuxième question. Oui, il y avait une deuxième question. C'était votre raccourci historique sur Maïdan et sur février, et voilà. Et vous pensez que cet accord, vous dites que Poutine aurait acheté à 100%, mais aurait pu vraiment être suivi, que les Américains satisfaient, parce que tout de même, la destitution est préparée par les Américains, tout de même par Carnegie Foundation, Renaissance Foundation, par la CIA. On dit que ça a été le coup d'État le plus préparé, le plus visible, hein, du début du XXIe siècle. Alors, ils auraient accepté que ça se termine comme ça. C'est une opinion qui m'intéresse. Ils auraient accepté que ça se termine comme ça, parce que plus tard, il y a tout de même eu, ensuite, on oublie toujours les deux référendums de l'oblast de Lugansk et de Donetsk, qui sont deux référendums qui ont eu la même réponse qu'en Crimée, qui ont été positifs, et donc on ne parle absolument plus maintenant. C'est un oubli assez curieux. Donc, est-ce que les Américains auraient laissé les choses en l'état? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites une allusion à ce qu'on appelle la démocratie transformationnelle, c'est-à-dire à peu près la diplomatie transformationnelle, c'est-à-dire c'est une diplomatie américaine qui est née après après la chute du mur de Berlin, qui a été théorisée par Conti Rice et par les néoconservateurs américains, où il s'agit de transformer effectivement les pays anciennement neutres, ou plus ou moins nos adversaires, en démocraties amies. Donc il faut les transformer en démocratie, il faut transformer la Géorgie, et donc on va initier des révolutions de couleur au Kyrgyzstan, en Géorgie, en Ukraine, etc., pour avoir des démocraties qui soient nos amis. Et on finance tout ça par des fondations. Alors, c'est tout à fait vrai qu'il y a tout un système aux États-Unis, notamment où tout en haut, vous avez le National Endowment for Democracy, qui finance sous contrôle de la CIA, tout ça est public, hein, qui finance sous contrôle de la CIA différents ONG. Donc on passe déjà à l'ONG, c'est-à-dire toute la politique transformationnelle américaine
toute la politique d'ingérence démocratique, si vous voulez, elle est passée, c'est assez astucieux, elle est passée au secteur privé. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste les ambassadeurs qui font leur boulot, mais voilà. Et donc, vous avez ces fondations, enfin cette fondation qui va financer, alors sur fond du Congrès, un institut républicain pour la démocratie, un institut démocrate, lesquels, à nouveau, financent des tas d'organisations locales. En Serbie, ça s'appelait Haute-Porte, surtout en Ukraine, etc., des tas de fondations. Financent la fondation de Soros, financent différentes autres fondations, lesquelles, effectivement, viennent ensuite aider les opposants au régime, je ne dirais pas au régime dictatoriaux, parce qu'il y a des dictatures qu'on supporte très bien quand on est américain, comme l'Arabie saoudite ou autre, mais au régime qu'on veut, voilà, dont elle n'aime pas les dictatures. Voilà. Et c'est la diplomatie transformationnelle. Alors, il est tout à fait évident que ces fondations ont beaucoup aidé les rébellions, la révolte de Maïdan, qui commence en novembre 2013. Mais si les Américains, si la CIA étaient capables de créer des événements pareils, ça se saurait. Et moi, j'en serais comme allié des Américains content. Mais ils sont beaucoup trop maladroits pour ça. Ils seraient très forts. Voilà. C'est en fait, c'est quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui prend, c'est là qu'ils ont. Donc il ne faut pas être complotiste. Ils ne sont pas capables d'ourdir des révolutions de couleur. Ils ne sont pas capables de tout d'un coup d'ourdir une révolution en Géorgie. Mais s'il y a quelque chose qui commence et qui va dans leur direction, alors là, ils sont capables d'agir extrêmement rapidement. Pourquoi extrêmement rapidement? Parce qu'il s'agit d'ONG. Donc ils ne sont pas contraints par des règles administratives. Ils peuvent agir très, très rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de l'Ukraine. Alors moi, j'ai longtemps cru, c'est un peu spécifique, j'espère que ça vous intéresse, mais c'est vraiment sur un point de détail, mais très important aujourd'hui, évidemment, avec cela. J'ai longtemps cru que les Américains, après cet accord du 21 février, qui était un accord extraordinaire, comme un accord où les Ukrainiens se mettent d'accord entre eux. Il y a une place devant, là, si vous voulez. Et donc, j'ai longtemps cru que, effectivement, les Américains avaient saboté cet accord. C'est-à-dire qu'il y a l'accord et que après l'accord, qu'on voit à la télévision et qui était salué par la BBC, par CNN, par tout le monde, j'ai imaginé dans ma petite tête de Français indépendant que les méchants Américains avaient téléphoné aux 3 leaders de Maïdan. On leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et j'en ai parlé quand même, je suis journaliste, donc j'essaie de vérifier les choses, et j'en ai parlé à mon ami Roger Cohen, qui est le correspondant du New York Times à Paris, et qui me dit non, on n'est pas comme ça, nous Américains, on n'a pas ce cynisme. Alors parce que chacun sait qu'il y avait eu cette fameuse conversation téléphonique de Victoria Nuland, qui était directeur d'Europe au State Department et qui a encore progressé aujourd'hui, où, s'entretenant de Washington avec l'ambassadeur américain en Ukraine, ça c'était avant, essayait de constituer avec lui quel serait le bon gouvernement pour l'Ukraine. C'est extraordinaire de voir les Américains, enfin, une discussion, parce que cette discussion a été interceptée, a été mise sur les réseaux, et les Américains n'ont jamais démenti, où elle dit bon, il faudrait mettre un tel à la défense, un tel aux finances, un tel, etc. Et elle discute de ça avec son ambassadeur à Kiev. Et puis, c'est la fameuse phrase, à un moment, l'ambassadeur à Kiev dit « Mais il faudrait peut-être consulter les Européens ». Et qu'est-ce qu'elle répond? Vous connaissez tous la réponse. « Fuck the Europeans ». Elle a répondu comme ça, parce que l'enregistrement est en anglais. Que les Européens aillent se faire foutre. Voilà.
Et ça, c'était... Voilà. Donc ça, on le sait, ça, c'est un fait d'histoire. Hein, c'est un fait d'histoire. Bon. Alors moi, j'ai pensé... En fait, non. En fait, les Américains ne sont pas intervenir pour détruire cet accord. C'est en fait, en quelque sorte, c'est presque l'histoire. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le soir, vers minuit à peu près, le Klitschko, là, le boxeur qui est aujourd'hui le maire de Kiev, il va, mais très honnêtement, présenter l'accord à Maïdan, mais pour le soutenir, n'est-ce pas? Et lui, il est très grand comme ça. Et là, il y a un petit méchant qui s'appelle Vassiliuk, de député à la Rada, qui lui arrache, le papier, vous voyez, comme si quelqu'un venait m'arracher mon papier, là, et qui le déchire, le papier de l'accord, et toute la foule de Maïdan applaudit. Mais Maïdan, ce n'est pas toute l'Ukraine, n'est-ce pas? Comme la place de l'Odéon et le théâtre de l'Odéon en mai 68 n'était pas toute la France, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui va se passer. Et pourquoi est-ce que Yanukovych fuit? Et on lui reproche d'avoir fui à Kharkov. Et c'est pour ça qu'il est destitué par la Rada le lendemain. Destitution illégale, parce que pas autorisée par la constitution ukrainienne. De même que l'Assemblée nationale ne peut pas destituer Macron, par exemple. Macron peut aller passer 3 semaines au Fidji s'il a envie. Vous ne pouvez pas le destituer pour ça. Et donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, le document est déchiré, absolument, le document est déchiré. Et donc, mais avant que le document soit déchiré, le président pro-russe, il avait évidemment démobilisé tous ces CRS, qui s'appellent les Birkout, là-bas. Il les avait démobilisés puisqu'ils avaient un accord politique. Les types étaient depuis 3 mois sans voir leur famille dans la neige à défendre des bâtiments publics. Je dis, voilà, chacun peut rentrer chez soi, quoi. Donc il n'avait plus personne pour le défendre, donc il est parti. Voilà ce qui c'est. Alors, est-ce que les Russes auraient accepté cet accord? Moi, j'ai l'avis d'un ancien ambassadeur de France en Russie, qui parlait russe, qui est resté de 2008 à 2012, et l'avis d'un opposant à la Russie, aujourd'hui, qui est toujours très important, qui est député à la Rada, enfin, c'est l'ancien gouverneur du Donbass, enfin, c'est quelqu'un qui pense que Poutine aurait pris le deal. Voilà. Qu'il aurait pris le deal, que Poutine aurait pris ce deal-là. Voilà. Mais il aurait fallu une diplomatie imaginative. Et en fait, non, les Américains auraient laissé ce deal en l'état. C'est seulement après, parce que là, au moment où je parle, là, donc 21 février, la Crimée n'a pas été touchée par Poutine. Comme je l'ai expliqué, c'est plus tard. Hein, c'est le lundi qui va. Et le coup d'État auquel j'ai assisté, d'ailleurs, là-bas, était le jeudi. D'accord? Jeudi d'après. Donc, le coup d'État en Crimée, parce qu'il a en fait renversé, il a obligé le Parlement de Crimée à organiser un référendum, etc. Et donc, non, je pense que... Et c'est seulement après que vous avez ensuite la déstabilisation du Donbass, c'est-à-dire ces Birkout, ces CRS, d'ailleurs, beaucoup venaient d'ailleurs du Donbass, eux-mêmes refont contre le gouvernement ukrainien ce que les gens de Maïdan avaient fait contre le gouvernement de Yanukovych. Ils refont la même chose. Et l'Ukraine prend la décision d'envoyer l'armée réprimer ces manifestants. Ce qui n'était peut-être pas une bonne idée. Mais les manifestants, donc les pro-russes, aidés secrètement, de manière non avouée par les Russes, gagnent la guerre avec la Russie bien sûr, gagnent la guerre contre, les pro-russes gagnent la guerre contre les forces ukrainiennes qui ont été envoyées. On parle d'août 2014. Ils gagnent la guerre, mais pas complètement. Donc ils prennent ces 2 parties des oblasts là, de Lugansk et de Donetsk, mais ils ne prennent pas Mariupol, puisque comme je l'ai dit, mon ami a bien défendu Mariupol. Voilà.
Et ensuite, ils se reprennent une veste, les Ukrainiens, en janvier 2015. Ensuite, ils signent les accords de Minsk, parrainés par la France et l'Allemagne. Est-ce que Zelensky, élu d'ailleurs pour faire la paix avec la Russie, va appliquer les accords de Minsk? La réponse est non. Est-ce que les Russes ont raison de dire qu'ils n'ont pas appliqué les accords de Minsk? La réponse est oui. Est-ce que c'est une raison pour envahir un pays? Non. Mais voilà. Mais pourquoi? Parce que Zelensky n'avait sans doute pas les moyens politiques d'appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk prévoyant qu'on intègre dans la constitution ukrainienne l'autonomie des régions du Donbass. Parce qu'en fait, Poutine, après avoir annexé la Crimée, a refusé ce que lui demandaient ses radicaux, chez lui, d'annexer aussi les deux oblasts. Il a demandé simplement une autonomie. Mais cette autonomie n'a jamais été mise dans la constitution ukrainienne. Pourquoi Zelensky ne l'a pas mis dans la constitution ukrainienne? Parce qu'il pensait que s'il le faisait, il sauterait. Voilà. Parce que Poutine a dit qu'il respectait le vote ukrainien à ce moment-là. Voilà. Le micro un instant? Oui. Allez-y. Je parle comme ça. Non, simplement pour... c'est très intéressant. Je me demande s'il y a aussi des autres questions sur des autres arguments. Il y a aussi... moi, je voudrais poser... Allez-y. Et aussi pour donner une bonne nouvelle, qu'il y a une réception après. Donc, après les questions, il ne faut pas oublier qu'il y a du Prosecco qui vous attend. D'accord, ok. Donc, il y a aussi... C'est très important, ça. Alors, Frédéric, une question. Non, très brièvement, pour rester dans le sujet, mais changer un peu d'angle, il y a certains pays de l'Est Europe qui se sont un peu... ils sont très aidés, mais ils se sont aussi mal compris, d'une certaine façon, vis-à-vis leur peur en rapport à la Russie en particulier. Et je voulais demander en rapport à l'avis exactement du général de Gaulle. Parce que de Gaulle, clairement, avait une connaissance très approfondie de ce monde-là, en ayant vécu à Varsovie dans les années 20. Tout à fait. Donc, il avait une connaissance d'un monde qui, pour nous, souvent nous échappe. C'est un monde, l'Ukraine. Il y a 6 mois, les gens ne savaient pas où étaient les gars de Donbass et tout ça. Et maintenant, il faut le savoir. Justement, on n'arrive pas à comprendre. Donc, la question, c'est l'exception française est liée, comme vous l'avez formulé, dans la mentalité de Gaulle, c'est lié à ses connaissances particulières de l'Europe vis-à-vis de la structure de l'Europe. Oui, alors De Gaulle... D'abord, De Gaulle ne croyait pas au communisme, il disait toujours les Russes, il ne disait jamais les Soviétiques, les Russes, etc. Il croyait aux nations. Donc il croyait à la force de la nation polonaise, par exemple, à son existence. Et donc, il va faire ce fameux voyage en Pologne en 1967. En plein centre de Varsovie, vous avez une grande statue de Gaulle, qui a été mise récemment, mais c'est à cause de ce voyage, où il va parler de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il peut le faire parce qu'il a fait un voyage en 1966 à Moscou, qui s'est très bien passé, donc il n'y a pas de... Les Polonais n'ont pas un veto russe, parce que les Polonais, évidemment, dépendent des Russes à l'époque, à accueillir De Gaulle lors de ce voyage. C'est un voyage triomphal, et ce refus effectivement de l'Europe de Yalta qui s'exprime dans le discours de Varsovie, parce qu'évidemment De Gaulle n'a jamais entériné Yalta. Évidemment, d'abord c'était fait sans lui, et il a trouvé ça scandaleux, quoi, qu'on décide. Bon. Et avec Yalta, vous avez tout ce qui a suivi Yalta, c'est-à-dire le coup russe à Prague en 1948, etc., etc. Et donc, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays ont vocation, sont dans la même famille que nous. C'est-à-dire, évidemment, les Polonais, évidemment, les Tchèques, etc., mais aussi les Russes. C'est ça l'exception française. Et Mitterrand
il veut faire quelque chose de la sorte, c'est quand il parle de la Confédération européenne. Il sait très bien que tous ces pays ne sont pas au niveau pour entrer dans l'Union européenne. Donc il veut, en quelque sorte, plusieurs zones, quoi. On a fait rentrer la Bulgarie, la Roumanie dans l'Union européenne. C'est de la folie furieuse. J'espère qu'il n'y a pas de Bulgares, de Roumains dans cette salle, mais bon, tout le monde sait que ce sont des gens qui n'ont pas de vrais pôles juridiques. Enfin bref, ça se révèle une catastrophe. Mais alors, c'est quelque chose qui a été présenté par Mitterrand devant Václav Havel, etc., et qui était au départ assez bien accepté, mais qui était en fait saboté par les Américains qui ne voulaient pas qu'on ramène en fait la Russie dans la famille européenne, et qui ont ensuite procédé à cette extension assez folle de l'OTAN. Assez folle de l'OTAN, je dis folle parce que c'est vrai qu'il y a des promesses, alors des promesses orales faites par Becker à Moscou de non-extension de l'OTAN lors de discussions en 1990. Et vous avez d'ailleurs une vidéo virale sur le net que vous pouvez voir. On voit un jeune sénateur qui s'appelle Joe Biden qui explique que ce serait de la folie furieuse d'accepter. Ce serait une vraie provocation, explique-t-il dans cette vidéo que vous pouvez voir. Ce serait de la folie furieuse, une provocation de prendre les pays baltes, je dis bien les pays baltes, on ne parle pas de l'Ukraine, dans l'OTAN, voilà, qui a été bien sûr fait plus tard. Donc, une évolution évidemment de la politique, mais oui, voilà, c'est-à-dire que la France considère que la Russie, alors la Russie de Poutine, c'est très difficile avec une violation aussi flagrante du droit international, et puis en plus, quand même, il y a l'air quand même d'y avoir des crimes de guerre, hein, même si sans doute de l'exagération, etc. Mais là, ça sent, si je peux me permettre, pas très bon. Après Boutcha, Izium, c'est bon. Et donc là, on a vraiment un problème. Mais la France, la France, parce que la France a été quand même, Paris a quand même été sauvé en septembre 14 parce que nos amis allemands ont dû retirer des divisions qui attaquaient Paris pour les mettre sur le front russe, parce que les Russes sont venus nous soulager, si vous voulez. Mais ça, nous, Français, on s'en souvient. Les Polonais, c'est pas pareil. Les Polonais ou les Baltes, ils se souviennent que Staline a fait alliance avec Hitler pour aller les avaler. Les Polonais, ils se souviennent de l'abomination des massacres de Katyn, de toute l'élite polonaise, fusillée, en temps de paix en plus, par le NKVD. Donc, nous ne sommes pas dans la même effectivement, optique. Pour les Polonais, l'ennemi, c'est le Russe, c'est tout. Et le Polonais te dit, mais moi j'accepte. Le Polonais dit, mais moi, j'en ai... Être esclave des Américains, mais ça me va parfaiement. Mais je suis très heureux d'être un esclave des Américains. Voilà. Parce que j'ai un ennemi qui est le Russe. Donc moi, je suis tout à fait prêt à faire tout ce que me disent les Américains. Les Français, c'est pas pareil. Les Français, c'est pas pareil. D'abord, et puis les Français se souviennent qu'en mai 40, ils ont demandé l'aide des Américains. Il y a eu un discours de Paul Reynaud demandant l'aide des Américains. Les Américains nous ont répondu. Alors, on avait évidemment... on était contre... On combattait le nazisme, quand même. Nous avons répondu « Débrouillez-vous ». Et donc... et ensuite... Comme vous le savez, les Américains sont entrés en guerre. C'est pas eux qui sont entrés en guerre contre l'Allemagne nazie. C'est l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre à l'Amérique. Et dans le discours de Roosevelt, qui reconnaît l'état de guerre, God bless America, parce que l'Amérique était attaquée par le Japon, nulle part n'est donné le mot nazisme, Allemagne, Hitler, ça n'existe pas. Donc voilà pourquoi mais c'est ça qui est très important, et c'est la continuité de la politique française, et c'est ce qu'a voulu faire Macron, continuer de politique gaullienne,
c'est essayer de ramener les Russes dans la famille européenne. Il a, pour le moment, échoué. Et s'il peut le faire pendant son mandat, ou la France essaiera toujours, je pense, de ramener les Russes dans la famille européenne, mais pour le moment, ça a l'air d'être très compromis.